figure séfarade, un feuilleton en 20 épisodes conçu et présenté par Ilana Sicurel et produit avec le concours de la Fédération séfarade de France. Nous dressons aujourd'hui le portrait d'Albert Cohen, écrivain né à Corfou en 1895 et mort à Genève en 1981. Nous allons parler de l'œuvre d'Albert Cohen, qui a mis en scène avec tendresse l'exubérance des Juifs séfarades de Céphalonie, qui a démonté les rouages de la vie sociale de la haute société, qui a décrit l'amour maternel comme le seul amour véritable, mais aussi d'Albert Cohen, homme d'action, que l'on connaît moins. Et nous verrons qu'Albert Cohen, qui était avocat et diplomate aux Nations Unies, s'est très tôt engagé et de manière très active dans le combat sioniste, puis dans la résistance au nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. En compagnie de Jean Blot, qui est son biographe et surtout son ami, nous découvrons les multiples facettes d'Albert Cohen. Jean Blot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le biographe d'Albert Cohen, on peut d'ailleurs toujours trouver votre biographie aux éditions Ballant, mais avant d'être le biographe d'Albert Cohen, vous avez été son ami, et c'est au milieu des années 50 que vous l'avez rencontré. Dans quelles circonstances? J'avais une cousine qui est assez connue d'ailleurs, Isabelle Vichniac, qui est la femme de Jacques Givet, qui est également un poète et un écrivain, et qui est mon cousin. Et il m'avait fait lire Solal. Et j'avais été vraiment enchanté par ce livre que je ne connaissais pas. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait eu une période où Solal était très connu. Ça avait été l'un des best-sellers des années 30. Mais vers les années 50, c'était plutôt oublié. Et j'avais lu en revanche le livre de ma mère qui m'avait beaucoup plu, beaucoup séduit. Ils m'ont fait lire Solal. Et j'étais tellement enthousiaste qu'ils ont jugé que j'étais digne de faire la connaissance d'Albert. Alors ça se passe à Genève, dans un endroit charmant qui s'appelle Bourg-du-Four, par une très très belle journée de l'automne genevois, et tout à coup est arrivé charmant, très fringant, extrêmement élégant, Albert Cohen, qui tout aussitôt a commencé à m'interroger, à me parler, et nous sommes devenus très amis pendant tout le temps où nous étions à Genève. On se téléphonait beaucoup, car c'était un grand spécialiste du téléphone. C'était aussi un homme très très attentif et très généreux. Il s'intéressait beaucoup à ce que j'écrivais à l'époque. Et nous avons gardé des relations très intimes pendant les 6-7 ans que j'étais à Genève aux Nations Unies. J'ai beaucoup appris par lui et je l'ai beaucoup aimé, si bien que lorsque Ballant m'a proposé d'écrire la biographie, j'étais tout à fait enchanté par ce projet. Alors, Albert Cohen est né à Corfou, en Grèce, en 1895, dans une famille séfarade qui vit sous la houlette d'un grand-père patriarche. Et Albert Cohen a tant décrit dans son œuvre la vie des Juifs de Corfou, qui est devenue la Céphalonie dans son œuvre, qu'on a souvent l'impression qu'Albert Cohen a passé une longue période de sa vie à Corfou. Mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Albert Cohen quitte assez tôt Corfou. Qu'est-ce qu'il a? Il a 5 ans, c'est ça, non? Ou un peu plus? 5 ans. Il a 5 ans, oui, c'est bien ça. Il a 5 ans, donc, quand il part, la famille s'est installée à Marseille. Il gagne Marseille. Mais c'est resté, d'abord, vous savez, Marseille, c'est un petit peu la Grèce aussi. Et surtout, il y a cette première enfance qui sans doute a été heureuse, mais qui l'a véritablement illuminée. Et tous les paysages grecs le hantent. Il les aime beaucoup, il les décrit longuement. Dans Solal, parmi ses premiers textes, il y a des textes purement descriptifs de journées ou de dimanches comme ça à Corfou, où on voit, on prévoit, on pressent tous les passages, tout le lyrisme de Cohen. Et en même temps, il y a aussi, bien qu'il l'ait peu connu et que je crois qu'il ne soit jamais retourné en Grèce, un amour de la Méditerranée et un sens de la Méditerranée
dans même les conversations des valeureux, ces principaux personnages, ils empruntent beaucoup au bavardage admirable qui est celui de cette région et de ce pays. Je crois aussi qu'il s'est inspiré de ces bavardages pour forger son style quelque part, et qui est un peu à la rencontre, au point de rencontre de la Bible et des bistrots de la Méditerranée. Alors à 5 ans, la famille d'Albert Cohen quitte Corfou pour Marseille, et l'arrivée à Marseille n'est pas facile. Non, l'arrivée à Marseille est très difficile. D'abord parce que son père est ruiné, des aigrefins lui ont soutiré, je crois, à peu près tout l'argent qu'il avait. Ils ouvrent un petit magasin dans une rue que j'ai vue, qui n'existe plus tout à fait, le magasin n'existe plus en tout cas, et en même temps, il y a pour la première fois la grande solitude. Et cette grande solitude est très importante pour la formation du caractère d'Albert, aussi bien que de son œuvre, dans la mesure où l'on vit replié sur la maison, sur le foyer. À l'époque, il n'y a pour ainsi dire pas d'amis, il a vraiment le père, la mère, le père avec lequel il s'entend mal, la mère qui sera la déesse protectrice de toute sa vie et auquel il a, comme vous le savez, rendu un très grand hommage. Beaucoup de choses, la manière dont il écrit, Albert, il le doit aussi à sa mère. Car lorsque sa mère devait descendre dans la boutique, elle laissait pour son petit des petits mots et des petits dessins, et certaines des histoires que l'on retrouve ensuite dans l'œuvre d'Albert sont en fait ces petits mots que sa mère lui laissait afin de l'encourager, de lui demander de bien se conduire et aussi en lui proposant de jolies images pour sa journée. Et c'est vrai que plus tard, vous évoquiez le livre de ma mère, l'amour maternel va être décrit comme le seul amour véritable, par opposition à la passion amoureuse. C'est le seul amour véritable. Il a été assez injuste, si j'ose dire, envers les autres amours, parce que justement, il avait cet amour-là qui était total, qui était sans restriction aucune, et qui a duré aussi longtemps qu'a duré la mère, et qui pour lui a été à la fois une grande source de force intérieure, et en même temps une grande mélancolie, parce que bien entendu, il n'a jamais retrouvé un amour aussi complet que celui dont il a joui alors. Louange à vous, mère de tous les pays. Louange à vous, en votre sœur, ma mère, en la majesté de ma mère morte. Mère de toute la terre, nos dames les mères, je vous salue, mes vieilles chéries. Vous qui nous avez appris à faire les nœuds des lacets de nos souliers, qui nous avez appris à nous moucher, oui, qui nous avez montré qu'il faut souffler dans le mouchoir et y faire feu, feu, comme vous nous disiez. Vous, mère de tous les pays, vous qui patiemment enfourniez cuillère après cuillère la semoule que nous, bébés, faisions tant de chichi pour accepter. Vous qui, pour nous encourager à avaler des pruneaux cuits, nous expliquiez que les pruneaux sont de petits nègres qui veulent rentrer dans leur maison. Et alors, le petit crétin, ravi et soudain poète, ouvrait la porte de la maison. Vous, qui nous avez appris à nous gargariser et qui faisiez re pour nous encourager et nous montrer. Vous, qui étiez sans cesse à arranger nos mèches bouclées et nos cravates pour que nous fussions jolis avant l'arrivée des visites ou avant notre départ pour l'école. Vous, qui sans cesse harnachiez et pomponniez vos vilains nigauds petits penets de fils dont vous étiez les bouleversantes propriétaires. Vous, qui nettoyiez tout de nous, et nos sales genoux terreux ou écorchés, et nos sales petits nez de marmot morveux. Vous qui n'aviez aucun dégoût de nous. Vous, toujours si faibles avec nous, indulgentes,
qui plus tard vous laissiez si facilement embobiner et refaire par vos fils adolescents et leur donniez toutes vos économies, vous, je vous salue, majesté de nos mères. Je vous salue, mère pleine de grâce, sainte sentinelle, courage et bonté, chaleur et regard d'amour. Vous, aux yeux qui devinent, vous qui savez tout de suite si les méchants nous ont fait de la peine, vous, seuls humains en qui nous puissions avoir confiance et qui jamais, jamais ne nous trahirez, je vous salue. Mère qui pensez à nous sans cesse et jusque dans vos sommeils, Mère qui pardonnez toujours et caressez nos fronts de vos mains flétries, Mère qui nous attendez, Mère qui êtes toujours à la fenêtre pour nous regarder partir, Mère qui nous trouvez incomparables et uniques, Mère qui ne vous lassez jamais de nous servir et de nous couvrir et de nous border au lit, même si nous avons 40 ans, qui ne nous aimez pas moins si nous sommes laids, ratés, avilis, faibles ou lâches, Mère qui parfois me faites croire en Dieu. Le livre de ma mère. À l'âge de 10 ans, le jour de l'anniversaire de ses 10 ans, il y a un épisode qui est resté fameux dans la biographie d'Albert Cohen et qu'Albert Cohen considérait lui-même comme fondamental dans la formation de son identité juive. C'est le fameux jour où Albert Cohen est insulté par un camelot antisémite. C'est ça, alors ça se passe, il a 10 ans, jour de mes 10 ans, d'ailleurs le texte a d'abord paru sous cette forme, jour de mes 10 ans, dans la revue que l'on publiait à l'époque à Londres, La France Libre, et c'est un épisode très dramatique, très douloureux, où l'on voit ce merveilleux petit garçon qui a toujours été adoré avec ses merveilleuses boucles, et un camelot qui est en train de vendre, je sais pas quoi, une cire, à faire tout reluire, etc. Et pour ce camelot lui paraît merveilleux, d'autant plus merveilleux qu'il parle un français avec un bagou superbe. Et, Albert a déjà un goût très très développé pour cette langue qu'il adore, d'autant plus que ce n'est pas la sienne, qu'il est en train de l'apprendre. Ensuite, il en deviendra un maître. Mais à l'époque, il l'apprend encore, elle est encore un peu étrangère, et séduit, plein d'amour. Il s'approche pour acheter, je crois, la cire en question, ou tout au moins pour plaire au vendeur qu'il trouve merveilleux. Et celui-ci lui dit « Ah, encore un fils de la tribu, là on ne veut pas de ce salioupin ici, va-t'en ». Et il y a là quelque chose de très singulier, parce que tout à coup, cet enfant comprend tout. Hein. Il ne va pas rentrer jusqu'à minuit, les parents seront terriblement inquiets, on le fera chercher par la police, enfin finalement il reviendra, et pendant ces quelques heures, il a revécu toute l'histoire de notre peuple, toute l'histoire de notre communauté. Cette haine qui est tout à fait inexplicable, il la ressent soudain, elle devient soudain parfaitement présente, et je ne crois pas que ce soit reconstruit, je crois que c'est vraiment quelque chose de profondément émouvant, que cette espèce de passé qui est inscrit dans un enfant. Il voit sur les murs des slogans antisémites, il a l'impression que partout on lui en veut, que partout on le dénonce, et que soudain, lui qui n'avait qu'une idée, devenir un bon petit Français, etc., il est exclu. Il faut dire aussi que cela se passe à un moment particulièrement antisémite, si j'ose dire, de l'Europe, c'est-à-dire au moment de l'affaire Dreyfus. Alors l'affaire Dreyfus a été une affaire décisive, aussi bien pour les Juifs, puisque ça a été à l'origine du sionisme. C'est le moment où Herzl comprend que si une telle affaire peut se produire dans un pays tel que la France, qui est celui de la Troisième République, donc cela peut se produire partout et qu'il n'y a pas d'issue
pour la communauté en dehors d'Israël. C'est aussi un moment décisif pour Albert, dans la mesure où il est trop jeune pour avoir éprouvé l'affaire Dreyfus au moment où elle se passait, mais en revanche, il en hérite au cours de cet incident, et ensuite elle va l'inspirer et le guider dans ses choix, le guider dans l'affirmation de sa personnalité, dans la revendication de sa condition juive, et aussi dans sa grande amitié pour le sionisme qui, comme vous le savez, a été une part importante de sa vie. Alors effectivement, Albert Cohen suit un petit peu ce même cheminement qu'ont fait beaucoup de juifs européens à l'époque, et très tôt il s'engage dans le combat sioniste, et on voit les traces de cet engagement dans son travail littéraire, et en particulier dans Paroles juives, qu'il publie en 1921. C'est ça, alors ça c'est le moment, n'est-ce pas, Paroles juives, c'est le moment où Albert a quoi? Donc il a 25 ans, c'est bien ça? Il est... c'est sa première œuvre, il est influencé par Montfleg, mais aussi il y a cette volonté d'assumer et de dépasser. Paroles juives est un livre que je trouve très beau. C'est vrai qu'il n'est pas très original, c'est-à-dire c'est vrai qu'il est inspiré, on sent très bien derrière le Cantique des Cantiques, on sent très bien derrière des rythmes qui sont ceux des psaumes de David. L'affirmation, elle, est tout à fait nouvelle, tout à fait neuve, elle caractérise le nouveau sionisme, le sionisme très jeune, le premier sionisme, redresse-toi mon peuple, reprends ton héritage, apprends qui tu es, ne l'oublie pas, garde ton orgueil, c'est ça, dans une large mesure, le message de Paroles juives. Alors, ce Paroles juives est lu par Chaim Weizmann, qui est le président du Congrès sioniste, et il va avoir un grand effet sur Chaim Weizmann. Je crois que ce livre l'a inspiré, c'est tout au moins ce qu'il a écrit et ce qu'il a dit. La rencontre est assez singulière, ils sont sur un bateau et Weizmann rentre d'un congrès sioniste, je crois, et très timidement, Albert s'approche de lui et se nomme, l'autre ne se souvient pas de lui, enfin bref, il lie amitié là, et cette rencontre de nouveau aura été décisive parce qu'ayant lu ce livre, cherchant justement des hommes de cette trempe et aussi des hommes de cette culture, car Albert est un juriste assez distingué déjà à l'époque, en tout cas qui a une certaine expérience, Weizmann va beaucoup s'intéresser à lui, et Albert espère trouver, comme il l'écrit je crois, un emploi, une position dans l'existence, car enfin il faut qu'il gagne sa vie, mais qui lui permettrait à la fois de réaliser les deux rêves principaux qui sont les siens, c'est-à-dire de pouvoir servir la cause juive tout en étant un homme de lettres et un homme de modernité. Et d'ailleurs, il va y avoir une longue collaboration entre les deux hommes, mais là, c'est peut-être le moment de parler justement des positions officielles qu'a occupé Albert Cohen dans le cadre de l'agence juive, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît peu dans la vie d'Albert Cohen. Il y a eu plusieurs périodes, n'est-ce pas? Il y a eu une première période qui est assez amusante d'ailleurs, parce que Albert est très jeune, et c'est une époque où l'on négocie avec les princes arabes. Il y a quelques scènes très très amusantes de négociations comme ça entre Cohen et les princes arabes. Ils devaient s'amuser énormément. C'était l'époque où l'on espérait pouvoir trouver un véritable compromis et pouvoir créer un Israël qui serait à la fois juif et arabe. Et il joue ce rôle pendant une assez longue période, jusqu'au le tout début des années 30, ou alors il est pris davantage par son œuvre littéraire, ou d'autre part Weizmann est remplacé par d'autres, et à ce moment-là, Cohen s'écarte un peu. Il a aussi quelques difficultés parce qu'il est plutôt pour le partage d'Israël, le partage de la Palestine. Il n'a pas des opinions qui vont aussi loin que celle de Ben Gurion, qui à ce moment-là est en train de reprendre le commandement du sionisme ou la direction du sionisme, et puis il reviendra avec des projets très importants, alors tout de suite, avant la guerre et pendant la guerre, un sionisme militant qu'il ne quittera finalement que avec sa retraite.
Enfin, on reparlera de l'action résistante d'Albert Cohen dans le second épisode du portrait d'Albert Cohen, mais il y a aussi une autre action qu'on peut relever, c'est la création de la Revue Juive en 1925. Voilà, alors c'est ça le grand projet. C'est la Revue Juive de 1925, et pour laquelle il est aidé, effectivement, par Weizmann. Il obtient de Gallimard, après des négociations assez difficiles, que Gallimard publie cette revue. Cette revue a un démarrage très rapide et avec énormément de succès. Il obtient la collaboration d'Einstein, il obtient la collaboration de Freud, et il cherche à créer une intellectualité juive, une classe intellectuelle juive, qui ne soit pas seulement des intellectuels européens qui se trouvent être des juifs, mais bien des intellectuels européens qui se veulent juifs et qui veulent essayer de comprendre ce que cela peut signifier au XXe siècle. Malheureusement, si la revue ne débouche sur rien, c'est parce que malgré tout, il y a trop de différences entre les collaborateurs et entre les collaborations. Pourquoi ? Parce que Einstein a des choses à dire, bien sûr, mais enfin, il ne va pas s'engager, sa vie est ailleurs que dans le sionisme. Bref, c'est d'autant plus intéressant que cette revue, qui est une grande qualité, où paraissent d'ailleurs d'excellents textes d'Albert lui-même, est tout de même une revue qui montre à quel point les juifs intellectuels des années 20 étaient à la recherche d'eux-mêmes et avaient des difficultés pour se découvrir. D'ailleurs, Albert Cohen n'était pas tout à fait étranger à cette position ambiguë en porte-à-faux entre l'Occident et l'Orient. Pour Albert, le problème était très difficile parce que il y avait cet amour de la langue française, bien entendu, il y avait la volonté d'appartenir par la langue française à la France, c'était un grand patriote. Il y avait d'autre part cette loyauté nouvelle envers Israël, ou le projet d'Israël, puisqu'à l'époque c'était, disons, le projet sioniste. Il y avait aussi le fait que il n'était pas croyant. L'a-t-il jamais été? On ne sait pas. Il a toujours été à la limite, il a toujours été près de Dieu et en même temps sans être véritablement religieux. Il y avait un côté qui lui était très étranger, notamment dans le sionisme. Alors ça, c'est le côté séfarade. Le sionisme à l'époque était au contraire dominé par ceux qu'il appelait méchamment mais drôlement les poux de Lituanie. Et donc ces poux de Lituanie dirigeaient tout et Albert était un peu à l'écart, non seulement en fait, mais aussi par son tempérament, par sa vision des choses, par sa sensualité, par tout un monde que ces gens-là, au contraire, comprenaient assez mal. Il y avait un engagement politique qui était beaucoup plus dur que celui qu'il acceptait. Il y avait des idées socialistes pour lesquelles il avait des sympathies, mais des sympathies plutôt vagues. Et il y avait tout de même en Albert un homme de lettres avant tout, qui se trouvait à l'étroit dans un mouvement purement politique et quasiment héroïque. Donc la revue juive, en fait, paraît 5 fois, et en fait, c'est un échec. Il a beaucoup souffert, Albert Cohen, de cette brièveté. Je crois qu'il a beaucoup souffert parce qu'il se faisait de grandes illusions, n'est-ce pas? Si vous lisez les premiers textes, il avait vraiment l'impression qu'il allait créer quelque chose qui était essentiel à la retrouvailles juives sur un plan de grande intelligence. Oui, il en a souffert, d'autant plus qu'il s'est aussi trouvé à ce moment-là dans une situation difficile matériellement. Il est entré par Albert Thomas au Bureau international du travail, où il a travaillé quelques années. Mais ça a aussi été le moment, et cela a joué un rôle assez décisif, de la découverte de ces récits par Gallimard et par Rivière. Gaston Gallimard expédie Jacques Rivière à Genève pour que Albert signe un contrat. Albert est un peu inquiet parce qu'il ne sait pas du tout à quoi ce contrat l'engage. On lui dit qu'il faut qu'il s'engage pour 3 livres. Il dit, mais je suis pas du tout sûr que j'ai 3 livres à écrire, mais ça fait rien, fait Rivière. Bref, il lui annonce 3 titres. Le contrat est signé et Solal commence. Il y a aussi un drame personnel. Il perd sa première femme à ce moment-là. Nous poursuivrons ce parcours sur les traces d'Albert Cohen demain. Jean Blot, merci. Merci à vous.
C'était 10 figures séfarades, un feuilleton en 20 épisodes, conçu et présenté par Ilana Sicurel et produit avec le concours de la Fédération séfarade de France. Figures séfarades, un feuilleton en 20 épisodes, conçu et présenté par Ilana Sicurel et produit avec le concours de la Fédération séfarade de France. Deuxième partie aujourd'hui de notre portrait d'Albert Cohen, écrivain né à Corfou en 1895 et mort à Genève en 1981. Dans le premier épisode, nous avons évoqué son enfance à Corfou puis à Marseille, son engagement sioniste très précoce, ses débuts littéraires et diplomatiques à Genève. Aujourd'hui, nous évoquons l'activité d'Albert Cohen dans la résistance, son attitude à l'égard de l'État d'Israël, assez paradoxale puisqu'après avoir lutté depuis l'âge de 20 ans pour l'indépendance de la Palestine, il ne se rendra jamais en Israël, et de l'image du juif telle qu'elle apparaît dans son œuvre, image complexe et parfois troublante, nous le verrons. Toujours en compagnie de Jean Blot, son biographe et son ami, nous achevons ce portrait d'Albert Cohen. Jean Blot, bonjour. Bonjour. Alors c'est avec vous qui êtes à la fois l'ami et le biographe d'Albert Cohen que nous avons commencé à dresser hier le portrait d'Albert Cohen. Dans le premier épisode, nous avons évoqué l'enfance d'Albert Cohen à Corfou puis à Marseille, son engagement sioniste très précoce, ses débuts littéraires et diplomatiques à Genève. Et aujourd'hui, avant d'évoquer l'activité d'Albert Cohen dans la résistance, qui a été très intense, nous le verrons, j'aimerais évoquer un épisode un peu troublant dans la vie d'Albert Cohen. En 1933, une pièce d'Albert Cohen est jouée à la Comédie Française Ézéchiel et elle est perçue par toute la presse comme une pièce antisémite. Oui, c'est effectivement un épisode troublant et qui a beaucoup troublé Albert lui-même. Il tenait beaucoup à cette pièce et ce qu'il y disait était très cruel, mais était quelque chose qu'il pensait profondément et qui vaut la peine d'être répété et entendu. Il considérait que le juif est un homme de la vie et qu'il ne pardonne pas aux morts d'être morts. Cet attachement à la vie est quelque chose de dur, de cruel, qui fait la grandeur de notre peuple. Il pensait aussi que les biens de ce monde devaient souvent être interprétés, la richesse juive devait être interprétée comme un hommage à la vie et comme un hommage à ce monde. Et dans cette pièce, il voulait montrer, non pas, et c'est l'un des thèmes principaux de Cohen. Cohen, voyez-vous, est quelqu'un qui veut reprendre aux antisémites l'image qu'ils portent du juif, non pas leur donner une autre image, reprendre cette image-là, et à travers cette image-là, leur montrer leur erreur et leur montrer leur crime. Il y a quelque chose de saint et de sacré dans un peuple qui est entièrement dédié et consacré à la vie et qui refuse la mort. Or, Ézéchiel, c'est l'histoire, vous voulez que je la raconte rapidement? Oui. Bon, c'est l'histoire d'un très riche juif du Nil, qui est peut-être céphalonique, qui est de nouveau Corfou,
Et il a un fils qui est extrêmement brillant, un petit peu l'une des versions de Solal, il est ministre de Sa Majesté. Il traite très mal mendiant juif qui est un homme exquis que l'on retrouvera souvent et qui est Jérémie, qui est l'autre force de Cohen, très émouvante et très vraie. Et donc à ce moment-là, Jérémie vient pour lui apprendre une chose atroce, c'est que sur le bateau, eh bien le fils est mort. Et Ézéchiel est très frappé, mais il se redresse aussitôt. Il n'en a que pour son coffre-fort et il n'en a que pour la vie. Puisque le fils est mort, il le renie, car un fils mort est à renier, puisqu'il appartient à la mort, il n'appartient plus à la vie. Et il demande à Jérémie s'il n'a pas une femme qu'il pourrait épouser tout aussitôt afin de lui faire un enfant et de continuer la lignée, d'adhérer à la vie. Le thème est dur. Je ne me prononce pas sur sa vérité. Il y a des juifs qui sont comme ça, il y a des juifs qui sont autrement. Je ne crois pas que le débat se trouve là. Mais il a été perçu comme quelque chose de proprement antisémite. C'est-à-dire que tout ce que Cohen cédait à l'image à l'image que portait l'antisémite du juif, c'est-à-dire l'homme avare, c'est-à-dire l'homme qui préfère l'or à tout, etc., Cohen l'adopte. Il le prend comme élément de départ. Et puis il en démontre les raisons, et il en démontre et il en prouve la grandeur. La pièce est belle, à bien des égards. Ça a fait scandale parce qu'évidemment l'époque était singulièrement mal choisie. Nous sommes en 1933, si je ne m'abuse. Les premiers accents antisémites qui allaient aboutir à Auschwitz, on les entend déjà. À l'interruption, car c'est à la Comédie Française, et donc le tout Paris s'y trouve. Léon Blum en particulier est furieux et se promène en déclarant qu'il a été insulté. Les journaux paraissent le lendemain en déclarant que Cohen est un agent d'Hitler, ou presque. Vous citez d'ailleurs dans votre livre un certain nombre de critiques, et là, l'une des critiques les plus virulentes, c'est sous le pseudonyme d'Albert Cohen, Adolf Hitler a eu l'astuce de faire présenter à la Comédie Française un acte intitulé Ézéchiel. Ça montre la violence de la presse. C'est ça. Alors la presse est très très violente. Vous savez, il y a aussi le phénomène simplement théâtre, hein, c'est-à-dire que le théâtre est quelque chose de difficilement prévisible. Je crois qu'il y a une autre représentation qui s'est assez bien passée. Le théâtre est quelque chose d'imprévisible. Il y a eu cette réaction, c'est un moment d'humeur. Et comme je dis là, la vérité qui est présentée, en admettant que ce soit une vérité, et tout est vrai, enfin dans le domaine psychologique, elle est dure à encaisser, et elle est dure à accepter, surtout dans une situation de ce genre. Mais cette image du juif, vous la retrouvez ailleurs. Et là, de nouveau, pour origine, alors, l'histoire de base, qui est celle du camelot. Il s'agit de démontrer au camelot, non pas que je suis un adorable petit arien, mais que je suis bien le sale petit juif que tu dénonces. Seulement, fais attention, ce sale petit juif que tu dénonces, c'est quelqu'un d'extrêmement profond, d'extrêmement intéressant, et qui a un message de capital à faire passer. Alors, face à cette réaction, ça a dû être un traumatisme, j'imagine, pour Albert Cohen. Et est-ce que ça n'a pas modifié un petit peu l'image du juif dans son œuvre? Mais écoutez, je ne le pense pas, parce que souvenez-vous de la manière dont, au début alors du livre, à la fin du livre suivant, c'est-à-dire à la fin de Manche-Clos, Solal se présente à celle qui sera la belle du Seigneur. Pour se présenter à la belle du Seigneur, il ne se présente pas tel qu'il est. Il ne se présente pas embelli, d'ailleurs il est superbe, il est très beau, il ne se présente pas dans son élégance, non. Il veut se présenter comme une caricature d'un journal antisémite, n'est-ce pas? Je me souviens plus exactement comment il s'affume, mais il se peint les dents en noir, il porte, j'ai oublié le costume, mais enfin c'est vraiment quelque chose de grotesque et qui pourrait illustrer un journal antisémite de l'époque. Il faut être aimé, non pas même tel qu'on est,
mais tel que l'autre vous déteste. Et il faut que la femme accepte de comprendre qu'au-delà de ce pauvre juif caricatural et misérable, il y a toute la noblesse de l'humanité et toute sa beauté qui se cache. Ce projet sera le projet d'Albert jusqu'au bout. C'est sa grandeur, c'est ce qui rend ses livres souvent grinçants, difficiles à accepter, mais je crois que c'est aussi sa profonde originalité, et c'est en tout cas une démarche qui est très émouvante. Non, je ne crois pas qu'Ézéchiel l'ait changé. Si vous songez à certaines des images de Manche-Clou, à des images de Belle du Seigneur, je crois que vous retrouvez quelque part ce même message très difficile à accepter. Oui, il y a d'ailleurs une scène dans Solal où le personnage de Solal présente à Aude, sa maîtresse, sa famille. Alors Aude s'imagine un monde merveilleux et elle arrive et c'est un monde vulgaire, grotesque, où on parle fort et où on rote qu'elle rencontre. Et où on a les doigts couverts de bagues, où l'on a un amour de l'argent terrible, etc. À vrai dire, je ne sais pas où Albert a été le chercher. Moi, j'ai tout de même vécu une vie juive, j'ai jamais vu ça. Mais ce cauchemar, c'est quelque chose de très singulier. Et si vous voulez, je crois que c'est là où nous touchons à l'une des originalités aussi bien de l'homme que de l'œuvre. N'est-ce pas? C'est cette volonté de prendre, de donner une image choquante, d'imposer une image choquante, de reprendre les thèmes les plus battus et de montrer qu'à travers eux, c'est tout de même quelque chose de sacré qui se profile. Aude est profondément choqué, elle ne comprend pas pourquoi on lui impose cela. À vrai dire, je ne comprends pas non plus. Mais nous ne sommes pas là pour discuter d'une thèse, mais pour saluer une œuvre de romancier. Ce que je veux dire, c'est que cette dimension médiévale, presque, de Cohen, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est quoi? C'est dans Belle du Seigneur qui a ces passages dans le labyrinthe avec cette terrible bossue. Bon, cette terrible bossue est aussi quelque chose qui nous vient tout droit du Moyen-Âge et qui donne à la personnalité juive une complexité, une difficulté qui est certainement qui enrichit certainement l'œuvre et qui, je crois, fait son importance. La quisieron castigar por unos negros y abraquitos que no lo supo bien guisar, por unos negros y abraquitos que no lo supo bien guisar. Su madre de ser muy rabiosa, un chaquetón le fue a dar por estos negros y abraquitos que no lo supo bien guisar, por estos negros y abraquitos que no lo supo bien guisar. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Albert Cohen a une activité de résistance très intense et l'entreprise d'Albert Cohen qui est peut-être la plus marquante en matière de résistance au nazisme, c'est son projet de Légion juive qu'il lance en 1939. De quoi s'agit-il exactement? Albert veut créer une Légion juive, c'est-à-dire qu'il veut que le gouvernement français reconnaisse, de la même façon qu'il y avait eu une Légion tchécoslovaque pendant la Première Guerre mondiale, une armée qui serait indépendante, qui serait armée, bien entendu, par les Alliés, mais qui serait sous un commandement relativement autonome, qui, évidemment, et c'est là où le projet a échoué, dépendrait assez directement de l'agence juive, puisqu'à l'époque il y a une agence juive, et qui serait, avec ses propres symboles, son propre drapeau,
son indépendance, engagé aux côtés des Alliés contre Hitler. Le projet va assez loin, puisqu'il obtient à un certain moment l'aval du ministère de la Guerre. Il se heurte finalement au veto des Anglais, qui pensent que c'est une manœuvre pour doter l'agence juive en Palestine d'une armée. L'échec de ce projet a été très dur pour Albert, parce qu'il prévoyait très justement que cette armée était indispensable à la protection du peuple juif. Il y avait bien évidemment une guerre commune contre Hitler, mais il y avait aussi un ennemi qui était particulièrement exposé, c'est-à-dire l'ennemi juif, et il avait besoin d'une protection particulière. Les choses auraient peut-être été différentes si cette légion avait été créée. Toujours est-il que le projet échoue et que Albert va gagner Londres dès le mois de mai ou juin. Mai 40. Dès mai 40, il va se retrouver à Londres, ou alors il va être le représentant de l'agence juive auprès du gouvernement français. Il aura des entretiens avec De Gaulle et il aura là un rôle politique important, parce que ce personnage de Gaulle était tout à fait inconnu à l'époque. Son passé était de ceux qui donnent un petit peu froid dans le dos à un juif de bonne composition. On pouvait justement le soupçonner d'antisémitisme, d'une attitude de droite, d'officier de carrière de l'époque. C'est Albert qui a vraiment, je crois, expliqué à l'agence tout l'intérêt qu'elle aurait à immédiatement prendre le parti de Gaulle et se déclarer pour De Gaulle. Et lors d'un entretien que Albert décrit avec son talent habituel, De Gaulle conclut en disant qu'il n'oublie pas ceux qui l'ont été. Alors la guerre s'achève, et puis l'événement pour les communautés juives d'après-guerre, c'est la création de l'État d'Israël en 48. Et là, il y a une énigme dans la vie d'Albert Cohen que vous allez peut-être nous aider à lever. Albert Cohen n'ira jamais en Israël. Après tout le combat qu'il a mené pour cette indépendance, il n'ira pas en Israël. Vous savez, à plusieurs moments avant, il avait essayé de gagner ce qui s'appelait encore la Palestine. Et une fois même, il a pris son billet. Puis au dernier moment, on l'a annulé. La situation était délicate parce que il y avait des conflits entre ceux qui considéraient, Cohen était l'un de ceux-là, je crois, que la priorité absolue était la lutte contre Hitler, et qu'en conséquence, il fallait ménager les Anglais. Et il y avait le point de vue des sionistes sur place, y compris de Weizmann, exigeant au contraire que le problème de l'immigration soit considéré comme le problème prioritaire et que l'on ne ménage pas les Anglais malgré le fait qu'ils étaient exposés à la fureur d'Hitler, ou plutôt qu'ils étaient probablement l'une de nos meilleures, comme l'histoire l'a montré, défense contre Hitler. Donc il y a ces difficultés-là. Il y en a d'autres qui sont plus psychologiques et plus intéressantes. Il y a une histoire, qui est probablement vraie, comme quoi Weizmann aurait demandé à Albert d'aller en Israël et de devenir l'ambassadeur d'Israël en France. Et Albert a demandé s'il fallait vraiment apprendre l'hébreu. On l'a dit que oui, et il a pensé que c'était vraiment un peu trop difficile pour lui, mais surtout, il craignait beaucoup tout ce qui pouvait le moins du monde corrompre un Français auquel il tenait par-dessus tout. Il était très très fier de sa langue, et à très juste titre, il était très exigeant, et il ne voulait pas quitter ce monde et cette langue. Mais il y a aussi, et vous le retrouvez dans Manche-Clou, et c'est parfois un peu pénible, il y a aussi chez Cohen une solidarité à l'égard du bossu, du vilain bossu juif. Le juif qu'il aime, c'est Jérémie. Le juif auquel il est profondément attaché, c'est un malheureux, c'est un rêveur,
C'est un personnage qui imagine que la reine d'Angleterre s'est convertie au judaïsme, que donc tout va aller très bien, qui invente des combines absolument invraisemblables, qui est à la fois uniquement intéressé, pas uniquement, enfin terriblement intéressé par l'argent et d'autre part totalement incapable de gagner le moindre sou, et qui vit un rêve comme ça en marge de l'humanité, mais essentiel pour l'humanité. Et tout à coup, Israël lui offre ce qu'il avait proclamé dans Paroles juives, ce qu'il avait annoncé dans Paroles juives, si j'ose dire un juif pur et dur, en tout cas un juif qui est véritablement réconcilié avec la réalité du siècle, et devant cette réalité-là, Cohen hésite et Cohen recule. Il y a un rêve juif qui l'habite, et à ce rêve juif, il sacrifiera la réalité. Alors après la guerre, donc Albert Cohen reprend son activité diplomatique. Enfin, il occupe des fonctions importantes, notamment au comité intergouvernemental pour les réfugiés, et il publie et il écrit parallèlement. D'ailleurs, toute sa carrière diplomatique n'est pas sans lien avec son œuvre, puisqu'il y a une satire de la haute société qui est très présente dans toute l'œuvre d'Albert Cohen. Oui, il a vécu longtemps dans le milieu des fonctionnaires internationaux de Genève. Il s'en est beaucoup moqué. Il a, à juste titre souvent, en tout cas, effectivement, cette satire est une satire qui est un élément important. C'est souvent très drôle, c'est souvent très bien joué, très amusant, et aussi cela offre, si vous voulez, le fond romanesque pour la carrière de Solal, d'une part, pour une vision de la société genevoise qu'il va utiliser par ailleurs. Lié, je ne dirais pas, parce que je ne vois pas d'inspiration plus profonde que celle d'une satire, mais effectivement, enfin, c'est un paysage humain qui est très utile à l'œuvre et qui fait un espèce de contrepoint entre cette insincérité de la société telle qu'elle est constituée et la très grande et très admirable sincérité des valeureux, de ces va-nu-pieds qui, eux, sont incapables de quoi que ce soit, mais portent les seules valeurs qui font que l'homme mérite d'être considéré comme un être humain. Alors, un autre thème majeur de l'œuvre d'Albert Cohen, qui n'est pas sans lien avec ceux qu'on vient d'évoquer, c'est la conception très désespérée de la passion amoureuse qui ne peut exister sans déguisement, sans mensonge. C'est un grand amoureux, oui, bien sûr. Je crois que vous avez dit vous-même au début, ou c'était hier, que la mère avait été le grand amour d'Albert, et c'est vrai, et à partir du moment où ce grand amour maternel n'est pas répété par les femmes qu'Albert rencontre, il y a toujours une déception et quelque chose qu'il faut rattraper. Je crois aussi, voyez-vous, que c'est un thème quasiment mystique, que ce thème de l'amour. Il y a dans Albert un moraliste, nous y viendrons, et ce moraliste est très opposé à l'amour. C'est l'une des contradictions, à l'amour-passion. C'est l'une des contradictions d'Albert, il y en a beaucoup, c'est que cet homme est surtout connu et restera, ou tout au moins existe dans les imaginations, je crois, de votre génération, comme le grand amoureux ou le grand défenseur de la passion. Et c'est vrai. Et en même temps, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que il a toujours dénoncé, il y a des passages cruels, qui ne sont pas parmi ceux que je préfère d'ailleurs dans son œuvre, l'histoire d'Anna Karénine et le fait qu'Anna Karénine a des renvois ou je ne sais pas quels embarras gastriques qui mettent immédiatement fin à une espèce de rapport romantique et un peu ridicule. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est ceci, l'amour-passion est idolâtre, et l'idolâtrie est quelque chose d'inacceptable. Alors,
Comment s'en sortir? C'est tout de même pas lorsqu'on offre à Solal d'épouser la fille de Mancheclou ou la fille de Mattathias, ou j'ai oublié laquelle de Mattathias, je crois, laquelle est une juive qui porte encore le foulard sur la tête et qui est fort laide ou peu séduisante. Il a haut le corps et il n'en est pas question. En revanche, tous ses amours avec ces femmes superbes ont quelque chose pour lequel il faut qu'il soit puni, pour lequel il se tuera une première fois et pour lequel il finira par mourir, parce que comme vous vous en souvenez, et ça c'est tout Cohen, Solal ressuscite très tranquillement après être mort à la fin du roman qui portait son nom. Voilà, alors vous avez cette passion, seulement je pense qu'effectivement l'amour-passion, si vous voulez bien vous référer à Tristan et Iseult, contient lui-même cette contradiction. Et que donc là, Cohen s'inscrit avec une verve qui n'est qu'à lui, une sensualité aussi qui n'est qu'à lui, dans la grande tradition de l'amour interdit, de l'amour impossible, mais aussi de l'amour qui ne vaut que s'il est interdit et impossible. Alors, Albert Cohen est un écrivain relativement connu par la critique française, mais aussi anglaise, américaine, depuis la publication de Solal en 1930. Mais la véritable consécration de l'œuvre d'Albert Cohen, c'est Belle du Seigneur en 1968, et se constitue à ce moment-là un mythe, Albert Cohen, le juif séfarade, aristocrate, cultivé, séducteur, apparaissant en robe de chambre rouge. Et ici, on a envie de s'adresser plus à l'ami d'Albert Cohen qu'à son biographe. Comment Albert Cohen vivait-il ce mythe? Il était ravi. Bon, maintenant il faut tout de même ajouter quelques petites choses, mais essentiellement il était ravi. Vous savez, la traversée avait été assez dure. C'est vrai qu'Albert avait eu un moment de gloire internationale après la publication de Solal. Mancheclou avait été bien reçu, mais n'avait pas eu énormément de succès. Ensuite, il y a, vous savez, près de 15 ans, si je ne m'abuse, qui se passe, où rien ne sort, où rien ne paraît. Et le livre de ma mère est un livre qui, de nouveau, est très bien reçu, mais enfin qui n'est pas le triomphe qu'il pouvait espérer. Et avec Belle du Seigneur, tout à coup, comme on dit vulgairement dans les milieux littéraires, la mayonnaise prend. Tout à coup, le mythe apparaît, tout à coup, ce qui fait qu'un écrivain sort du rang, n'est-ce pas, et devient comme une espèce d'étoile, se forme et apparaît. Albert était de toute façon un grand acteur. Il y avait un personnage merveilleux qu'il aimait beaucoup, qui est l'un des fondateurs du cinéma moderne, qui s'appelait Altman, directeur de Franc-Tireur, et qui, quand il arrivait à Genève, téléphonait à Albert en disant « Allez Albert, cessez de faire le vieux juif et venez donc vous baigner avec nous », ce qui faisait qu'Albert poussait des cris épouvantés, car, il était très malade. Je vous ferai remarquer que très malade, fort heureusement, on nous l'a gardé jusqu'à l'âge de 87 ans, si je ne m'abuse, ce qui suppose même une santé assez solide. Donc, il y avait, mais ceci dit, bien avant le mythe, il est vrai, qu'il aimait apparaître en robe de chambre, qu'il sortait peu et difficilement, que les fenêtres étaient toujours fermées, et qu'il vivait un peu dans cette atmosphère confinée. Il a retrouvé, ou plutôt il a imposé un mythe qu'il a lui-même vécu, et qui était sa vérité, qui je crois d'ailleurs répond quelque part profondément à la vérité de son œuvre. Il y a un juif très particulier qui s'exprime dans et par cette œuvre. Il y a un homme du rêve et de la religion, une religion singulière, nous y reviendrons peut-être, qui s'exprime par cette œuvre, et il l'a vécu avant de l'imposer, et lorsqu'il a été reconnu pour ce qu'il avait vécu, je veux dire l'image, n'est-ce pas? Je pense que l'image qu'il a imposée aux autres, c'est celle, au fond, qu'il portait de lui. Alors, la fin de la vie d'Albert Cohen est marquée par deux œuvres, Ô vous, frères humains, en 72 et Carnet, 78-79, qui sont des œuvres qui sont beaucoup plus sombres que les précédentes, et on y voit apparaître un Albert Cohen un peu nouveau, presque un moraliste. C'est certainement un moraliste, oui. Mais vous savez, je pense que vous l'avez dit, Paroles juives.
Et notamment le moraliste, et c'est là où nous retrouvons Ézéchiel, nous retrouvons à peu près toute l'œuvre, a une attitude très ambiguë à l'égard de Dieu, dont il croyait profondément, il avait peut-être raison, je ne suis pas convaincu, que c'était une attitude très juive. Et il est vrai que Job engueule Dieu comme on ne s'est pas permis d'engueuler Dieu, je crois par ailleurs. Il y a cette phrase, j'ai honte tu existes si peu que j'ai honte pour toi. Évidemment, l'homme a vécu comme nous avons tous vécu de sa génération et même considérablement plus jeune, le drame d'Auschwitz, où on peut se poser des questions sur la présence divine et sur son sens. Il y a que aussi Albert approche de la mort, qu'il a beaucoup médité, la mort, qu'il la voit venir, elle a été lente, elle est longue à venir, et qu'il y a une révolte, la même que celle que vous trouviez dans Ézéchiel, la même qu'il y a dans cela, d'adhésion à la vie. Il n'est pas possible que Dieu ait créé des hommes mortels. Il y a donc cette moralité qui fait que on est à la fois en présence de Dieu et quelque part on veut lui imposer son image et nous retrouvons ce dont nous avions parlé. Dieu ne doit pas m'accepter tel que cela lui ferait plaisir, il doit m'accepter dans le jugement le plus négatif qu'il a porté sur moi. Je veux être accepté au plus bas de moi-même et je ne suis sincère que là où je suis le moins noble, dirons-nous, pour pas dire le mot ignoble, où j'ai peur de la mort, où je veux vivre, où je n'accepte pas, c'est ainsi que Dieu doit m'accepter. Et moi, il doit m'accepter dans ma violence, il doit m'accepter dans ma contestation. Et cette idée de la contestation de Dieu, de la lutte avec Dieu, eh bien, ça rejoint des thèmes qui, à travers la lutte avec l'ange, sont effectivement des thèmes familiers pour un juif. Nous arrivons à la fin de notre évocation d'Albert Cohen. Jean Blot, merci et à bientôt. Merci à vous. C'était 10 figures séfarades, un feuilleton en 20 épisodes, conçu et présenté par Ilana Sicurel et produit avec le concours de la Fédération séfarade de France. Ay, dalla,